Bonjour à tous, bienvenue sur une vidéo Sino-France avec Carole Gabé. Bonjour. Nous sommes quel jour? Nous sommes le dimanche 23 juillet 2023 et ça fait un an qu'on a fait la vidéo, C'est la première vrai. vidéo tous Ouais, les deux. je m'en souvenais pas. Moi. Impeccable. Ça fait un an, ça passe vite. Hein. Oui, il s'en est passé des choses depuis. Ouais. Entre-temps, tu as fait ce bouquin en fait. Planète Chine, zéro Covid, 3 ans sur orbite, coécrit Voilà. avec Gaël Deschelet. Voilà, super. Ben, on est là, en fait, là on est en Avignon, les amis. On est à Avignon. Donc voilà, c'est le chassé-croisé. Je suis content qu'on ait pu se retrouver ici. Moi, je reviens de Paris. Toi, tu vas où après? Là, je pars, rentre à Paris ce soir et puis en Normandie demain pour 3 jours. Ouais, voilà, c'est tout le monde comme ça. Écoute, c'est génial. Donc voilà, ça fait un an qu'on s'est vu. Entre-temps, tu as écrit ce livre. Bah, entre-temps, Avec surtout, Gaël. il s'en est passé des choses dans la planète Chine, zéro Covid. Ouais. Quand on s'était vu, on était encore dans le zéro Covid. Hein. Bah, on sortait de confinement de Shanghai. Je crois que j'étais une des toutes premières touristes shanghaïennes à pouvoir rentrer à C'est Pékin après tout ce slalomage de zone verte. Et puis il y a les eu QR codes, les machins. voilà, et puis il y a eu un emballement des cas pendant l'été. Donc ce qui m'a causé un travail énorme. Hein, Bien sûr. Solidarité Covid France et Chine, c'était devenu absolument insoutenable. Je suis repartie, j'ai fait un deuxième, il y a eu des restrictions qui ont été un peu levées au niveau des voyages, j'ai fait un deuxième voyage hors de Chine en 2022 et quand je suis revenue, ils ont tout ouvert. Ouais. Tant mieux. Et donc on est tous tombés malades à peu près en même temps. Moi en décembre. Voilà. Et puis après, Mi-décembre. après que les données étaient, que la Chine a arrêté de communiquer sur les données quotidiennement, il y a eu un blackout de quelques jours et puis après ils ont recommencé. Et donc on est revenu sur le tapis l'idée de faire le livre qu'on avait évoqué déjà il y a un an, mais on n'avait absolument pas le temps de s'y mettre. Il y avait beaucoup trop de travail. Et donc on a commencé le livre début janvier. Voilà. Super. Le livre qui raconte toute cette aventure. D'accord. En fait, si ça te dérange pas, je vais lire le petit résumé. Et ensuite, j'ai sélectionné un petit passage qui, à mes yeux, résume ce que j'ai vécu. Parce qu'en fait, ce livre, il est génial. Parce que je pense que c'est le seul ouvrage qui vraiment retrace. En fait, c'est comme, c'est semaine par semaine, mois après mois, ce qui s'est passé pendant ces 3 ans. Voilà, c'est le seul livre qui fait ça. Il n'y a rien, voilà. Sur la pandémie en Chine. Sur ce qui s'est passé. Des ouvrages sur Wuhan et toutes les polémiques autour de Wuhan, mais depuis on ne sait rien et on n'a que des préjugés. On est loin. Les Français sont loin. Le reste du monde est loin et était complètement bloqué, impossible de venir en Chine et donc a laissé germer des préjugés qui sont le fruit de la colère. Ouais, bien sûr. Bon, ben, je vais commencer par lire ça. Alors, 3 années sur une autre planète, 3 années d'isolement, 3 années d'incompréhension et de malentendus avec le reste du monde. C'est ce que s'est imposé la Chine avec la stratégie zéro Covid. 3 années qu'ont vécu les peuples de Chine entre angoisse, résilience, fierté, émotion, exaspération, espérance, amertume et souffrance. Parmi eux, les étrangers résidant en Chine, premières victimes de la fermeture des frontières, ont vécu en première ligne ces 3 années hors du temps avec leur esprit critique et curiosité intellectuelle d'occidentaux. Nous allons vous faire le récit de la pandémie telle qu'elle a été vécue de l'intérieur, phase par phase, scrutée, analysée au jour le jour à partir des sources officielles chinoises, nombreuses et particulièrement complexes à traiter, par une équipe bénévole d'expatriés français, Solidarité Covid France et de Chine, dont tu es la présidente fondatrice. À l'origine, une démarche informative pour comprendre les faits et dépassionner les débats, rapidement devenu un projet de recherche unique au monde et aussi une aventure humaine extraordinaire, bien sûr. Voilà. Super. Bah écoute, franchement cet ouvrage, alors il est long quand même, il y a pas mal de 400 pages je dirais. 353 pages, format quasi A4. Voilà, c'est ça.
Et avec ce que j'aimais en fait, c'est il y a plein de graphiques, il y a des anecdotes en fait. C'est pas que de la donnée. Il y a plein de textes. C'est facile à lire en fait. C'est facile à lire parce que justement c'est plusieurs choses en un. Si tu veux, il y a des graphiques, des petits encadrés, des histoires, des anecdotes sur ce que les gens ont vécu. Et franchement, ça se lit. Il y a des magnifiques photos. Zhang Jiajie, j'y étais. Oui, oui. Je te souviens, je t'avais contacté. Oui. Je vais être bloqué à Zhang Jiajie. Il y a eu un cluster soudainement. Et je suis parti, j'ai pris le dernier avion. J'ai pris le dernier avion à minuit. Et après, c'est déverné. Mais c'est vrai que, en fait, les gens, les éditeurs ici ont du mal à comprendre que. On fasse un livre qui soit à la fois technique, scientifique, historique, sur un sujet aussi sérieux, et qu'on y mêle la vie qu'on a menée. Mais en fait, ça permet de comprendre aussi, parce que si on veut parler de la Covid en Chine et des restrictions, il faut expliquer comment les restrictions étaient appliquées. Sans exagération et sans sous-pondération. Et on a l'impression en dehors de la Chine que parfois on a une vision parfois exagérée et on se rend pas compte à quel point ça a pu comment on le vivait en fait. Et donc c'est pour ça que c'était important, toutes ces petites anecdotes. C'est ce que j'appelle les Covid galères. Donc c'est pas un livre de succession de litanies et de complaintes sur oh comme nous sommes malheureux d'être loin des nôtres, qui d'ailleurs souffraient beaucoup plus au moment où on était en 2021 quand on était le plus enfermés, quand les restrictions étaient les plus fortes avec les travel bans. On vivait bien en Chine et on pouvait se déplacer. En 2022 ça a été très compliqué, mais voilà, on en est sorti, heureusement. C'est vrai. Écoute, avant de continuer, en fait, j'avais dit que j'avais sélectionné un passage, en fait. Donc ça, c'est la préface qui a été écrite par David Hammerschläger. Voilà, et qui est psychologue franco-allemand, formé en Angleterre. À Shanghai. Il est psychologue à Shanghai. Marié avec une chinoise. D'accord, super, génial. Donc en fait, lui, il a préfacé ton livre, et j'ai sélectionné un petit passage qui résume ce que je pense aussi en fait. Et c'est pour ça quand je l'ai lu, je me suis dit mais ce mec il a tapé dans le mille quoi. Lui il est psychologue, c'est ça? Oui. Ouais, ça doit être pour ça. Mais il a fait du droit d'abord, du management, etc. Et il est devenu psychologue. Il a fait un master en psychologie. Super. Bon, ben je vais lire le petit passage alors. Pendant les années Covid, Carole fut un pilier de la communauté française en Chine, car quotidiennement, elle nous fit avec sa petite équipe bénévole une analyse chiffrée et commentée de la situation. Je dois avouer à ce stade qu'étant peu intéressé par les statistiques, j'ai rarement réellement regardé ces chiffres qui étaient d'un détail et d'une profondeur étonnante. Et puis, je ne voulais pas toujours savoir. Savoir revenait à se souvenir de la misère dans laquelle nous étions avec la fermeture des frontières. Alors, il était souvent plus aisé de fuir dans le quotidien, la routine. Mes patients, donc il parle de lui, mes patients et leurs problèmes, ma famille, mes amis, mes loisirs. Mais le simple fait de savoir que Carole effectuait ce travail, le simple fait de savoir que quelqu'un montait la garde, gardait un œil sur l'évolution de la situation et tirerait la sonnette d'alarme si un danger se profilait, rassurait. Elle fut pour nous le maître des chiffres, la gardienne de l'objectivité, la défenseur de notre tranquillité, la voix d'une communauté qui aspirait à savoir ce qui se passait dans le respect de notre pays hôte, mais aussi en relation avec nos valeurs profondes. Voilà. Franchement, je te remercie d'avoir sélectionné ce passage. On peut pas faire mieux, quoi. Hein? Oui, franchement, merci à David. Top. Et là, non, mais moi, je l'ai vécu comme ça, en fait. Tu sais, même en général, des fois, on rejoint des groupes et on les laisse, voilà. On les minimise maintenant. Ouais, en arrière-plan. Voilà. En arrière-plan.
Et voilà, de temps en temps, on va voir ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est vrai que de savoir que toi, tu faisais ce boulot quotidiennement, ben, ça a rassuré. On se disait, et en plus, toi, Carole, c'est vraiment pas, tu travailles pas pour le gouvernement, c'est un peu comme une organisation non gouvernementale. Oui, avec le côté un petit peu black que les Chinois n'aiment pas. Hein. Donc, alors que je ne fais rien de mal. Ouais, mais on t'a jamais rien dit ici? Jamais rien dit. Bon, bah alors. Ils aiment pas, si on te dit rien, voilà. Et puis tout de même, toi, tu t'es basé sur les données officielles. Voilà, on Voilà. base sur les données officielles Donc, qui appartiennent néanmoins au gouvernement. oui, mais c'est public. C'est public, mais Bon, bah alors. ça appartient néanmoins au gouvernement. Si c'est public, c'est public. Quoi. Voilà. Enfin, je sais pas comment ça se passe. Ah ben, j'explique aussi dans le livre qu'il y a, voilà, que si un jour ça plaît pas au gouvernement, ils peuvent me le dire aussi. Alors, je pense, toi, tu as été récompensé. Alors, qui c'est qui t'a récompensé? Comment ça s'est passé? Alors, il y a eu, en fait, il y a eu une initiative de remercier, plutôt que récompenser, parce que de remercier les associations de Shanghai qui avaient soutenu les Français pendant le confinement. Et donc, c'est à l'initiative des conseillers des Français d'étrangers de la région de Shanghai. Et donc, ils ont nommé 8 organisations ou associations de Shanghai pour recevoir une statuette qui a été réalisée. C'est une miniature de la statuette de Pierre Alivon qui s'appelle La naissance de Marianne. D'accord, voilà. Magnifique. Voilà. Donc c'est peut-être la seule fois où j'ai été remerciée publiquement. Moi je pense sur les groupes de chat. Je pense que d'ailleurs tu as reçu beaucoup de soutien. Et il venait de qui en fait? Des Français de Chine? En fait, les followers ont toujours apprécié ce que je faisais. Maintenant, ils savaient qu'il ne fallait pas trop s'exprimer en dehors, qu'il ne fallait surtout pas faire de débats sans fin. Parce qu'il y en a eu au début, c'est ça, au tout début de l'aventure, il y a eu des débats liés par l'émotion, quoi. Donc il fallait, beaucoup de gens qui continuent à suivre étaient là depuis très longtemps, suivaient tous les jours ou tous les quelques jours, etc. Et d'ailleurs, quand on leur a proposé le livre, ils étaient nombreux à le vouloir. Donc il est disponible où, ton livre? Alors, il en reste 2 exemplaires en Chine, hein, et sinon il est disponible sur Amazon, Planète Chine, 0 Covid, 3 ans sur orbite. Donc sur Amazon. Sur Amazon. Le lien est en description. Voilà. Le lien est en description de la vidéo. Oui. Et vraiment, encore une fois, je répète, ce livre-là, il y a tout. Voilà, C'est vraiment l'histoire de la pandémie en Chine. Exactement. Telle que nous l'avons vécue. Et comme nous, on a été les premières victimes avec la fermeture des frontières, donc on a connu tous les aspects de la pandémie. Alors je dirais, on a été peu nombreux à connaître le drame de Wuhan, mais on l'a suivi. Et donc on a été aussi, nous, les premiers à faire ce suivi des nouveaux cas. Donc j'explique dans le livre comment la genèse du projet. La genèse du projet, c'était se dire un jour, donc il y avait une initiative de l'UFE d'informer avec les chiffres qui n'étaient pas forcément facilement intelligibles et accessibles parce que tout était en chinois. Et un jour, je me suis dit, au 3e jour, je me suis dit, mais on a tous les chiffres province par province et on a du mal à voir l'évolution du Roubaix et du reste de la Chine. Donc j'ai créé cet agrégat du reste de la Chine. Puisque c'est mon métier de faire de la segmentation et de marketing. et donc, on a pu montrer l'impact du confinement, de l'isolement de Wuhan sur le reste de la Chine, puisque très vite, ça s'est rétabli rapidement dans le reste de la Chine. Et à Wuhan, il a fallu attendre le confinement très sévère qui n'a été instauré que le 18 février. Donc, et ce n'est qu'à partir de là que ça a commencé à baisser. Donc, fort de cette expérience-là, nous, notre travail était bénévole, il n'était pas officiel, pas officialisé, et il a beaucoup circulé, mais il allait un peu en contresens de ce que le monde a voulu retenir, à dire
que c'était pas normal qu'il n'y ait que 3600 morts à Wuhan, alors que le pays fait 1,3 milliard. Mais c'est pas Wuhan qu'il faut regarder, c'est pas la Chine qu'il faut regarder, c'est Wuhan. Donc après, si tu fais le taux de mortalité des morts déclarés de Wuhan sur le total des cas tels que mesurés dans l'étude sérologique, ben, on arrive à des taux de mortalité qui sont un peu plus en ligne avec ce qu'on a pu observer ailleurs. Mais rien n'est comparable évidemment dans ce bas monde. Mais voilà. Donc il y a beaucoup nous, c'est pas ce livre, c'était vraiment, on avait besoin de raconter ce qu'on a vécu et le travail qui a été fait. Puisque on s'est retrouvé à mener un projet de recherche unique au monde. Ça a été reconnu. On a reçu une lettre de l'université de Hong Kong qui nous a dit que notre travail avait été devrait être une référence pour tous les chercheurs dans le monde entier. Bien sûr. Donc ça, c'est un autre chantier qui s'ouvre. Donc on s'est retrouvé avec ces jeux de données qui sont uniques au monde, qui permettent de comprendre la dynamique de la pandémie en stratégie zéro Covid, et permet aussi de comprendre toute cette mécanique des flux internationaux, des cas importés, des suspensions de vol, des suspensions de visa, etc., qui a été appliquée dans certains pays, mais jamais comme en Chine, nulle part avec la même rigueur qu'en Chine, et c'est ce qui fait que ça a tenu plus longtemps en Chine qu'ailleurs. D'accord. Et donc après, c'est évidemment que la Chine avait les moyens, peut-être le seul pays au monde. Ils ont mis les moyens, quoi. Ils ont mis les moyens de tenir cette cadence, cette logistique, cette résilience qui a touché l'absurde en 2022, évidemment. Bien sûr. Voilà. Donc on avait besoin de raconter ce projet. Donc je raconte ce projet, besoin de le raconter pour aussi tourner la page. Et clore le chapitre, mais et besoin de témoigner sur ce qu'on a vécu, parce qu'on a vraiment le sentiment qu'on ne comprend pas en dehors de la Chine. Donc évidemment c'est long, c'est technique, il y a beaucoup d'analyse. C'est normal. C'est nécessaire pour comprendre la dynamique de la pandémie, et c'est nécessaire de faire le pavé tel qu'il est aujourd'hui pour témoigner de tout ce travail. C'est pour ça que moi je tenais absolument à qu'on se voit, et puis c'est un honneur déjà pour moi de faire cette vidéo avec toi, parce que moi j'ai vraiment le sentiment que, voilà, je pense que tu vas être invité de partout, incessamment sous peu. Et en fait, bon, là, l'avantage d'être sur ma chaîne, c'est que je pense que tu peux peut-être dire des choses que tu n'auras peut-être pas le temps, ou tu ne peux pas dire sur des plateaux télé, j'en sais rien. Donc voilà, c'est l'occasion pour toi, si jamais tu as des choses que tu penses, voilà, c'est le moment. Disons que en Chine, maintenant, on a décidé de ne plus en parler, donc je n'ai plus à avoir droit au chapitre. Donc si on ne me demandera pas de parler en Chine. Voilà. Et donc maintenant que je suis en France, pour une durée qui sera peut-être limitée, on verra, au moins de quelques mois, je voudrais en parler de ce travail. Et j'ai conscience que tout ce que j'ai écrit, tout ce que vous, mes followers, aviez besoin d'entendre, peut-être il faut le repackager autrement pour le commun des mortels, pour qu'on puisse passer sur le grill tous ces préjugés qu'ils ont retenus de la Chine, les morts de Wuhan, l'origine du virus, les confinements, la réouverture, les vaccins. Il y a plein de choses, du vrai, du faux, du mélange, du pas bien compris, que le commun des mortels a retenu. Et moi, je trouve ça quand même incroyable que sur un fait majeur, aussi important, qui a eu un impact tellement important sur nos vies, sur la vie, sur l'économie mondiale, sur les relations internationales, il y a de telles incompréhensions, et que tout ce travail que moi j'ai formaté, il permet de mieux le comprendre, d'avoir une lecture
plus proche de la réalité et que n'ont pas fait les Chinois, puisque j'explique dans le livre la façon qu'ils avaient de présenter l'information un peu éparpillée, avec ici les cas asymptomatiques, les cas confirmés, les cas portés, et les historiques qui n'étaient pas disponibles, qui s'écrasaient du jour au lendemain, les définitions qui n'étaient pas les mêmes, donc tout ça faisait qu'il y avait une sorte perçu comme une opacité, qu'il fallait faire un vrai travail de data management, qui est mon métier depuis 30 ans, et pour qu'on puisse avoir une meilleure compréhension de la data. Voilà. Décrypter. Donc c'est pas du big data, c'est vraiment du data management. Ah bah oui, voilà. Là c'est du micro. Oui, puisque il n'y a pas de données au niveau patient par patient, il n'y avait pas beaucoup de patients. On a parfois des données patient par patient. Mais, voilà. Et j'ai fait une première, petite intervention dans un workshop de la Baptist University de Hong Kong, autour justement de ces sujets d'incompréhension. Vous pouvez voir la présentation sur notre site solidaritécovid.com, et je pense que ça mériterait d'être présenté ailleurs. Donc aujourd'hui, moi, que je suis en France, je veux porter ce message et pouvoir présenter ces éléments-là autour justement de ces points d'incompréhension, avec un petit zeste de nos vies, puisque ça pimente et ça donne beaucoup de crédibilité aussi, puisqu'on l'a vécu de l'intérieur. Et donc plusieurs matières pourraient nous accueillir dans le cadre d'une conférence ou dans le cadre d'un cours de quelques heures sur les relations internationales, les sciences politiques, la gestion de management, la gestion de crise, et bien sûr la santé publique et la sinologie. Voilà. Donc ce sont les différentes disciplines que je vise aujourd'hui pour pouvoir faire des interventions. Super. En fait, moi j'avais une question concernant la fin du Covid, parce que c'était en décembre 2022, c'est ça? Et en fait, tout le monde a attrapé le Covid en même temps. Et donc le Big Bang, toi tu l'as appelé comme ça, le Big Bang Covid. Et en fait, c'est pourquoi tu penses que ils ont fait ça, quoi, et pourquoi ils l'ont pas fait plus tôt? Alors il y a des théories qui circulent. Il y en a qui disent que les manifs c'était orchestré. Moi je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'était intenable. La situation était intenable, puisqu'on avait une diffusion de foyers qui était inédite, avec donc plus de 5000 trop de foyers, trop de foyers différents. Et en fait, à l'origine, ce qui a vraiment plombé la zéro Covid, c'est le variant BA5, qu'on a toujours dit, on disait à chaque fois, oui, un nouveau variant, il est plus contagieux, sauf que dans le reste du monde, comme il se heurtait à une barrière immunitaire que les gens avaient déjà chopé une ou deux fois la Covid, ça faisait moins de cas, moins de décès. Mais quand tu balances ce variant encore plus contagieux, tu vois la différence avec les variants précédents. C'est là, et c'est le seul pays où on peut le voir. Donc l'effet du BA5. Donc ce BA5, il est arrivé par le Xinjiang, donc pendant l'été. Donc ça faisait partie des 3 foyers touristiques de l'été qui, pendant l'été, ça a été relativement bien maîtrisé, mais il y a eu des confinements qui étaient trop longs, parce que le territoire était immense et ils n'ont pas bien quadrillé. Comme ils ne donnaient pas les informations en détail comme on avait à Shanghai, et donc ils ont dit qu'ils ont tenu les gens en confinement trop longtemps, ce qui fait que ça s'est étiolé et qu'ils n'avaient pas la possibilité de le surveiller aussi bien. Et donc on a retrouvé, il y a eu des nouveaux cas, 6 jours après les derniers cas, dans une ville de Korla, je crois, dans le Xinjiang. Et tout ça, c'est arrivé par des soldats qui avaient déjà été longuement confinés, et on les a laissés repartir chez eux après des tests, etc., pour le Golden Week, parce que les pauvres, ils avaient été confinés. Et là, ça a été disséminé. Il y a eu un resquillage, un bus qui n'a pas passé un contrôle avec des cas dedans. Et ça a été, voilà. Et comme les soldats du Xinjiang,
Ils viennent de toute la Chine. Et donc, c'est parti un peu partout. Et c'est ce qui a fait les gros foyers de Guangzhou, de Chengdu, etc. Puisqu'on peut les suivre après par les variants, par les séquençages. Parce que nous, on faisait ce séquençage, on faisait ce suivi des foyers. On était les seuls à le faire, le suivi de cluster, et c'est d'ailleurs ce qui intéresse le plus le professeur Cao-Ling avec qui j'ai échangé de l'université de Hong Kong. Et donc, c'est ce qui intéresse le plus dans mon travail, c'est toute cette analyse des clusters. Parce qu'on a toute une série d'indicateurs par cluster, voilà, durée, time to peak, etc. Et donc, on n'arrivait plus à faire ce travail. Il y en avait trop. Il y en avait trop, on n'arrivait plus. Donc, il y a eu une charge de travail qui était absolument... moi, je l'ai senti, que je sentais que je pouvais presque plus le faire. Heureusement, mon équipe m'a aidé. Mathieu m'a sauvé la vie avec un scrap qui m'a permis de réduire de 3 heures de temps de travail, de passer de 7 heures à 4 heures par jour. Laetitia, Gaëlle, et tout le monde était là, on était tous vraiment épuisés, mais on a réussi à tenir jusqu'au bout pour que ces jeux de données puissent être là jusqu'au bout pour l'histoire. Donc, je l'ai senti presque dans ma chair que ce n'était plus tenable, et donc le gouvernement l'a senti, ou les manifestants l'ont senti, tout le monde l'a senti, toi tu l'as senti, c'est vrai. Ce n'était plus tenable. J'avais fait une vidéo. Voilà. Et pourquoi ils ont lâché à ce moment-là? Pourquoi ils ont lâché à ce moment-là? Ça, tu le vois dans les taux de vaccination des seniors qu'ils ont commencé à diffuser au début du confinement de Shanghai. Mais là encore, on n'a pas l'historique. Ils ne donnent pas l'historique. Donc, il faut faire le travail à chaque fois qu'ils communiquent un taux de vaccination. Moi, je le notais quelque part sur un fichier. Et donc, j'ai l'évolution du taux de vaccination de Shanghai. Et que s'est-il passé? Il y a 2 éléments majeurs. C'est qu'au moment où ils ont relâché, ils avaient vacciné 25%, 26% des plus de 80 ans récemment. Et ça, c'est très important. C'est très important que les personnes âgées soient vaccinées récemment quand elles sont exposées au virus, parce qu'on sait que les vaccins ne protègent pas longtemps. On sait très bien que les vaccins, on le voit très bien à Hong Kong, que les vaccins chinois protègent contre les décès et les formes sévères, mais pas aussi longtemps que les vaccins ARN. Voilà, donc ça c'est clair. Et donc, c'était important qu'ils aient reçu une vaccination récente. Donc c'est pour ça qu'ils ont relâché à ce moment-là. À la fin d'une campagne massive de vaccination qui s'est déclinée selon les provinces. Apparemment, dans certaines provinces, on m'a dit qu'on leur retirait leur pension, tu vois, si ils refusaient de se faire vacciner. À Shanghai et à Pékin, ils n'osaient pas faire ça parce qu'ils avaient leur principe, voilà, tout le monde a le droit. Mais donc, ils ont quand même réussi à vacciner 26% de la population qui était senior et qui était le plus à risque. Maintenant, les failles, c'est ils n'ont ouvert la 4e dose, ils ne l'ont ouverte que début décembre. Donc, ça veut dire qu'on avait 51% des 60 ans en plus qui étaient vaccinés depuis plus d'1 an, qui n'ont pu accéder à la 4e dose que début décembre. Donc beaucoup de ces gens-là ont dû souffrir. Voilà. Les médicaments, pas prêts. Voilà. Et parce que ça a été probablement décidé assez rapidement et sans préavis. C'est ça qui a beaucoup choqué, c'est qu'il n'y a pas eu de préavis. On aurait pu dire, vous savez, ça ne peut pas durer éternellement, va bien falloir, donc il faut que vous vous vacciniez, etc. Il n'y a pas eu ce langage-là, il n'y a pas eu ce discours-là. Et donc, il y avait cette fierté de zéro Covid, mais ça ne tenait plus. Donc, du jour au lendemain, on n'en parle plus. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on n'invitera pas en Chine à en parler. C'est vrai, ouais. Mais bon, voilà, hein, je pense que la réalité, c'était que, même dans tout... En fait, je vois pas pourquoi... Parce qu'en fait, les Chinois, ils ont fait exactement ce que les autres pays ont fait, mais peut-être plus longtemps. Voilà. Oui, le zéro Covid, c'était pas que la Chine. Hein. En Australie, c'était très dur. Dans Taïwan, mais Hong Kong, mais tous ces territoires ont tenu 1 an de moins.
hein, au mieux, 1 an de moins que la Chine. Je pense qu'on ne peut pas arrêter un virus, quoi, non? Bah, là, c'était en fait, on voit sur le long terme, quoi, sur le long avec terme. Le BA5 et son cousin, le BF7, que tu as connu à Pékin. Hein, donc le BF7, il venait de Mongolie. Il avait démarré en Mongolie intérieure, venant de la Mongolie. Donc ce sont les deux virus qui ont, les deux variants qui ont mis à genoux la stratégie zéro Covid pendant tout le quinquennat. Donc très contagieux. Extrêmement plus contagieux, et il y avait qu'en Chine. Mais du coup, parce que tu me corrigeras, moi j'ai entendu dire que plus c'est contagieux, moins c'est dangereux. Alors c'est ce que beaucoup pensent, et les faits le montrent. Maintenant, on n'a toujours pas le vrai bilan de leur ouverture. Mais là encore, beaucoup de préjugés. Donc le New York Times qui dit oui, il masque les chiffres cachés. Mais non, les Chinois, ils ont dit juste une chose. Ils ont dit, nous, on peut vous mesurer les cas Covid déclarés à l'hôpital. Les décès Covid déclarés à l'hôpital. Donc il y a deux mots importants, c'est déclaré, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que leurs parents soient déclarés Covid, parce qu'ils ont peur que s'ils décèdent, après ils ne peuvent pas récupérer le corps facilement pour faire les funérailles. Il y a eu des cas comme ça. Ensuite, à l'hôpital, quand tu as une vague immense qui touche une population naïve, avec un variant ultra contagieux, tout le monde le chope en même temps, et donc on va générer cette vague immense de saturation qui est bien plus forte que tout ce qu'on a connu dans le monde entier. Et donc je l'ai analysé au fil des articles pour voir la concentration, en fait, la décélération des décès, la décélération des cas, on ne sait pas, mais surtout la décélération des décès en comparaison avec les autres pays qui sont sortis assez tard du zéro Covid, comme la Nouvelle-Zélande, le Taïwan et Hong Kong. Et on voit que c'est vraiment beaucoup plus resserré que ces pays-là. Donc je crois qu'on était à moins 40%, à J21, on était à moins 40% du niveau de décès par rapport au pic de Hong Kong, par exemple. Donc il y a vraiment eu un effet très fort. Donc effet de saturation, ça veut dire que les malades n'ont pas pu aller à l'hôpital. Et donc il y a eu, ils étaient mieux vaccinés, certes, mais il y avait des gens qui étaient mieux vaccinés qu'au mois de mars. Mais il y a eu des gens qui étaient vaccinés depuis longtemps, qui ont dû être très malades, qui n'ont pas pu aller à l'hôpital. Et il y a des gens qui étaient vulnérables et pas vaccinés, qui n'ont pas pu aller à l'hôpital. Et ces gens-là, il y en a probablement beaucoup qui sont morts, et on commence à avoir un peu des fuites là sur les excès de mortalité, parce que les Chinois ont tout de suite dit on fera les analyses d'excès de mortalité. Donc c'est pas la peine de dire qu'on cache les chiffres, on les connaît pas, on fera les analyses d'excès de mortalité. Or la Chine est un pays immense, donc on ne mesure pas les morts au jour le jour, il n'y a pas des fichiers de l'INSEE qui sortent tous les mois, comme c'est le cas en France, où tu peux récupérer les fichiers des décès de l'INSEE tous les mois. Là, c'est une fois par an. Et encore, c'est au national. Donc, on aura un chiffre en 2024, en janvier 2024, le 17 janvier très exactement. D'accord, super. Ouais, c'est tous les ans la même date. On aura un premier chiffre de l'excès de mortalité sur l'année 2023. On l'a déjà, le chiffre des décès de l'année 2022, on ne voit pas grand-chose. On ne voit pas de bon, mais c'est vrai que comme la libération s'est faite début décembre, le temps que les gens tombent malades et qu'ils décèdent, et la majorité des décès est intervenue en 2023. D'accord. Oui, les gens peut-être qui vont se poser la question, est-ce que les données du gouvernement sont fiables? Qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet, toi? Écoutez, moi j'ai travaillé sur ces données-là du soir au matin, du matin au soir pendant 3 ans. Donc il y a une chose qu'on observe, c'est que les phases de saturation, ça donne des données qui sont moins fiables, parce qu'on n'arrive pas à suivre. Moi, j'ai vécu à Shanghai, on savait qu'il y avait des cas dans la résidence d'en face, et ils n'apparaissaient dans les chiffres, parce qu'on avait les adresses, etc. précises des cas, que 5 jours après, et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont fait part de la même chose.
Après, il y a eu les premiers morts dans les maisons de retraite, etc. Donc, dès qu'il y a des phases de saturation, dans ce pays... De saturation, tu veux dire qu'il y a trop de cas, quoi, en fait. Ouais, dès que ça commence dès que ça commence à être compliqué, on va avoir une moindre qualité, des retards, des gens qui vont rester chez eux, qui vont pas vouloir se tester. On m'a raconté des exemples de gens qui se substituaient pour que la personne qui soit positive n'aille pas, parce qu'on avait tous peur de se retrouver en fin de champ. Donc, en centre de quarantaine. Oui, évidemment. Donc, bien évidemment, il y a des gens qui ne sont pas allés se tester, etc. et qui sont restés. Donc, mais ça, on le sait. Et à Wuhan, on dit ils ont masqué, etc. Mais en fait, il n'y avait même pas de test avant la mi-janvier. Hein, donc, comment tu veux il y a eu des morts, il y a eu des cas bien avant. Donc après, tout ça, c'est les études de sérologie qui l'ont déterminé. C'est quoi la sérologie? Alors, au début, en 2020, comme il n'y avait pas de vaccin, tu pouvais faire un test, je crois que c'était un test sanguin, a posteriori, et puis on te disait si tu avais été exposé au virus. Mon fils, il avait fait ça parce qu'il avait été testé positif asymptomatique, et 3 semaines après, il a été faire une sérologie pour s'assurer qu'il l'avait bien eu. D'accord. Et il est revenu, il était super content, il a dit ouais, je suis bourré d'anticorps. Bon, après, il y a eu les vaccins. Donc, quand ça se mélange avec les vaccins, c'était difficile de voir si les anticorps venaient d'une infection ou du vaccin. Et d'ailleurs, dans les tests pour aller en Chine, il y avait la protéine spike ou le N ou je sais pas quoi, qu'il fallait retester si jamais il y avait un doute pour savoir si ça venait du vaccin ou du... Donc après, les tests sérologiques ne pouvaient plus être faits. Mais en 2020, oui, on pouvait savoir qui l'avait eu. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout... aujourd'hui en France, on ne sait pas du tout quel est le nombre de fois que les gens ont été vraiment exposés au virus. Ma mère n'a jamais été testée positive, mon père l'a eu, on ne sait pas. Moi, tu vois, tu disais tout à l'heure que en Chine, on ne parle plus du virus, et ça c'est vrai, du jour au lendemain, tu vois, c'est classique de la Chine. Et en fait, je pense que les Chinois sont conscients que, même moi on m'en a parlé, des Chinois me l'ont dit, voilà, enfin il y a une fille qui m'a dit, mais vraiment c'est triste, elle m'a dit ouais moi je veux pas avoir d'enfant, elle est très jeune tu vois, je veux pas avoir d'enfant parce que dans le monde dans lequel on vit, là il y a eu le virus, on s'est pas occupé de nous, j'ai dit ah ouais c'est chaud. Et en fait si tu veux, dans l'inconscient collectif, moi, je le dis tout le temps, les amis, on n'est qu'au début des problèmes post-Covid, en fait. Tu vois, économique, psychologique, c'est pour ça que patati patata. C'est pour ça que c'est important de se souvenir, d'avoir de faire un devoir de mémoire là-dessus. Et donc, ce livre, tout ce qui raconte tout le travail qui a été fait, c'est vraiment la mémoire du Covid en Chine. Et donc au fil de ce livre qui n'a pas été construit pour mettre sur le grill les préjugés, mais vous allez découvrir un à un ce qui s'est passé et la lecture sur les préjugés que vous avez sur Wuhan. Donc je parlais des périodes de saturation, donc Wuhan, période de saturation avant même qu'il y ait des tests, confinement de Shanghai de saturation, et puis la ouverture d'une saturation comme on n'a jamais vu ailleurs dans le monde. Donc avec un bilan qui, on sait, devrait être entre les 1 million et 2 millions de décès. On le sait, donc on n'a pas de chiffre exact encore, et on aura le 17 janvier. De toute manière, en Amérique, il y a eu... c'était n'importe quoi, la gestion de crise en Amérique par exemple. En Amérique, les États-Unis, ils ont accumulé le problème d'avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de déplacements, d'avoir beaucoup d'obèses, donc toutes ces comorbidités qui sont dangereuses. Voilà, très dangereuses.
et avec voilà, un sentiment collectif qu'on ne peut pas se laisser masquer comme ça, qu'on ne peut pas se laisser dire ce qu'il faut faire, vacciner, etc. Donc il y a eu des réactions très fortes où on n'arrive pas à accepter ce qui se passe. On n'arrive pas à accepter ce qui se passe et il faut qu'on trouve un coupable, et le coupable c'est la Chine, quoi. Donc je pense que le Covid a en effet beaucoup joué dans les relations, dans la détérioration des relations de la Chine avec le reste ou de l'image du moins. De l'image, et quelque part parce qu'ils n'ont pas su aussi communiquer de façon claire et intelligible sur les données, ou je dirais même parfois n'ont pas su reconnaître les défaillances. Il y a une grande ferté et n'ont pas su reconnaître. Par exemple, la réouverture, aucun préavis, une feuille de route. Oui, aucun dire, écoutez, ça ne pourra pas durer éternellement. Il fallait qu'on s'en rende compte soi-même, quoi. Il fallait qu'on voit que le monde revivait. Mais quand tu recomptes le nombre de jours, ce que j'ai dit, on a tous eu notre dose de misère Covid. Tous les pays, ont eu leur dose de misère Covid. Nous, en Chine, on l'a eu décalé d'1 an. Facilement d'1 an par rapport aux autres pays. De 1 an à 18 mois par rapport aux autres pays. Donc, ça a été extrêmement différent, en fait. Et en fait, le seul message, disons, de ce livre, c'est de se dire, nous, on a vécu, en Chine, on a vécu la pandémie complètement différemment du reste du monde. Il n'y a pas d'échelle de souffrance. On a souffert parce qu'on n'a pas pu retrouver nos familles. C'était très difficile de voyager, très cher, mais on a souffert complètement différemment du reste du monde. Et après, si tu peux compter en nombre de morts, tu peux compter en nombre de jours de fermeture de restaurants sur l'intégralité du territoire, tu verras que la Chine va s'en sortir beaucoup, beaucoup mieux que le reste du monde. Ah oui, c'était le but. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que quand même, si tu te mets à la place des dirigeants, quand est-ce que tu vas arrêter, hein? La décision d'arrêter le zéro Covid, tu dis bon, maintenant, plus tard, tu vois, c'est pas facile, quoi, non? C'était un retournement de situation qui a été extrêmement rapide et qui a été vraiment passé sous le silence parce qu'il y avait cet orgueil qu'on pouvait. C'était difficile cet orgueil qui n'était pas agrémenté de warnings, quoi. Donc on disait oui, il faut que vous vous vacciniez. Je pense que la population était prête en fait à assumer de la contamination, en fait. Tu vois ce que je veux dire? La population était à bout. Population était à bout parce que tant que les. Parce qu'au début ils avaient peur quand même. Hein, et tant que les confinements duraient maximum 35 jours, voilà, on avait. Enfin moi sur toute ma base des clusters, j'ai donc des statistiques sur les durées de confinement, enfin les durées pas les durées de confinement, mais les durées de foyer, et donc tu as des courbes de Gauss tout à fait les mêmes. Et après, avec Omicron, on a commencé à avoir des rebonds, et les rebonds, ça fait encore des fermetures d'école, encore des confinements, encore des restrictions, et ça, c'est plus supportable. Voilà. Et c'est ça qui a fait que les gens n'en pouvaient plus. Donc nous sommes jetés avec résignation, on a dit ok, on va la voir, comme ça ce sera fait, quoi. C'est ça. Je pense que les gens, c'est ce qu'ils se sont dit au bout d'un moment. C'est comme un dépucelage. Même moi. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, allez, je le chauffe, je m'en fous. Et bon, moi j'ai de la chance, en fait, j'ai dormi une nuit, mais vraiment comme un bébé. J'étais KO. Et puis le lendemain, je me suis réveillé, ça allait, quoi. Ouais. Donc j'ai de la chance, quoi. Souvent les jeunes, c'est comme ça. D'accord. Les jeunes, c'est comme ça. Mon fils, qui n'a jamais testé positif, parce qu'on a du mal à le tester, il est pas sorti de son lit du matin au soir. Et je l'ai vu sortir de son lit au moment où je me suis installée à 11h du soir à regarder la finale France-Argentine de foot. Et donc après on l'a testé, et moi 3 jours après, mon mari 3 jours après, positif,
Et moi, 4 jours après, positif. D'accord. Voilà. Ça allait pour vous? Écoute, moi, mon mari n'avait pas été vacciné depuis presque 1 an. Donc, il a été plus malade que moi. Et moi, je venais de recevoir, en fait, 2 mois avant, le bivalent en France. Donc, j'ai pas eu de fièvre. J'ai eu la voix très prise. Et ça c'est terrible hein, pour moi qui suis chanteuse, c'est horrible. Et donc, j'étais assez fatiguée, mais bon, j'ai continué le travail, etc. J'étais débordée de questions dans tous les sens. Donc, il y a eu des moments intenses. Hein, au moment de la réouverture, ça m'a rappelé le confinement de Shanghai. Ouais. C'est vrai que voilà, il faut se rappeler, devoir de mémoire, comme tu disais, ce livre est là pour ça. Parce que quand même, c'était vraiment de la souffrance, quoi. C'était de la souffrance. C'est très bien résumé ici, ce qu'on a vécu. Angoisse, résilience, fierté, émotion. Et la fierté, je la comprends aussi, parce que même moi, même si je suis pas chinois, j'étais quand même fier de faire partie de cette aventure. D'un côté. Mais tout ce qui est dit après, c'est vrai aussi, hein, espérance, amertume, souffrance, exaspération, et ça, au final, ça a pris le pas sur la fierté, quoi. Évidemment. Tu vois. Voilà. La fierté, c'est dire qu'un temps. Oui, mais quand on aura le vrai bilan, peut-être que là, les Chinois quand on aura le bilan de la réouverture, c'est-à-dire le 17 janvier 2024, peut-être que là, les Chinois sont prêts à faire un devoir de mémoire là-dessus, pour faire le vrai bilan. Parce que tu remarqueras que Xi Jinping, quand il s'est exprimé le 15 février, il a donc annoncé qu'on avait fait une grande bataille, on avait gagné la victoire du Covid, que ça avait été dur. Et il a cité des éléments nouveaux que moi je n'avais pas dans les bases de données. Super. C'était les admissions en réanimation. D'accord. Il a dit qu'il y a eu 800 000 cas sévères qui ont été traités avec succès. Ça veut dire des gens qui ont été sévères mais qui ne sont pas morts. Voilà. Donc ça c'est la définition à la chinoise telle que je la comprends. Et donc il a cité ce chiffre-là, il a cité le nombre de visites, de fever clinic, etc. Donc les nouveaux indicateurs que je décris dans les derniers articles du petit journal. Et il n'a pas cité de nombre de morts. Donc, pourquoi il n'a pas cité de nombre de morts? Parce qu'il sait très bien qu'on ne le sait pas. Donc, ça me fait rire quand le New York Times dit hidden death toll, hidden death toll, etc. C'est pas hidden, c'est unknown. On ne le sait pas. Voilà. On ne le sait pas encore. On ne sait parce pas encore. Que la taille de la Chine. On a des idées, mais ça me fait rire. Quoi. Pour rassembler les données. Donc voilà, on veut voir mal. On veut voir que la Chine cache. Bien sûr. Non, la Chine ne cache pas. Mais d'ailleurs, ils ont dit la même chose quand il y a eu l'étude sérologique. L'étude sérologique, il y a eu très peu d'informations dessus. Elle a été faite en mai 2020, sur 35 000 Wuhanais. Plus en dehors de 10 000 personnes en dehors de Wuhan, ils ont trouvé, je crois, que 2 cas positifs sur tout le reste de la Chine. Et donc, elle a été publiée en décembre. Pourquoi ils ont mis tant de temps, je ne sais pas. Mais quand c'est sorti, moi j'ai trouvé ça super parce qu'on va avoir une vraie estimation de l'incidence à Wuhan. On a estimé à 4,5% de la population à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on a entendu dans la presse internationale? En fait, les Chinois auraient caché plus de 400 000 cas. Ça me fait mort de rire parce qu'il s'est passé exactement la même chose en France. Ils ont fait une étude sérologique au mois de mai 2020, au déconfinement, et ils ont dit qu'à peu près 5% de la population parisienne avait été contaminée. Et donc, par rapport aux je ne sais pas combien de milliers de cas on avait à Paris, c'était bien plus que ça. Donc, c'est incroyable que exactement le même test, le même résultat soit interprété et commenté différemment entre la Chine et la France. La France. D'accord. Donc, les préjugés. C'est ça. Ce livre, les amis, est là pour ça. Écoute, Carole, je vais te laisser le mot de la fin. Dis-moi sur ce que tu voulais finir. Je voudrais finir pour remercier les followers, l'équipe qui m'a aidé.
remercier vraiment ma famille aussi qui a subi tout ce burn-out de travail que j'ai eu sur l'année 2022. Donc là, je me suis sentie vraiment une mission de faire ce travail jusqu'au bout pour pouvoir témoigner après et avoir un rôle dans l'histoire. Bien sûr. Voilà. Donc je vous invite à le découvrir et à consulter solidaritécovid.com. Vous retrouverez les posts, que je continue les posts toutes les semaines. Oui, je vois, ouais. Avec des informations que je trouve. Je suis la réouverture, le planning de la réouverture avec les vols, etc. Et les informations qu'on peut trouver sur ce fait majeur. Et du coup, les Chinois continuent à se tester? Parce que moi, je vois plus rien, quoi. Alors, les Chinois ont gardé les autotests. Je crois que les ventes d'autotests ont dû beaucoup baisser. De toute façon, au moment où on était tous malades, il n'y avait plus d'autotests disponibles. Hein. Donc, il n'y a plus... Si, quand même. Hein, j'ai entendu quand même, au moment de la deuxième vague, il y avait quand même des tests qui étaient faits dans certaines entreprises, etc. Donc, au mois de mai-juin, au début du mois de mai, il y a eu quelques tests. Peut-être dans certains endroits. Voilà, dans certains endroits. Mais bon, tout a été démantelé. Il faut, la Chine vit avec, comme le reste du monde. Et donc, on va devoir s'habituer à être malade, remalade, et se vacciner régulièrement. Etc. Tu penses? Je pense, oui. Parce que moi, je l'ai eu qu'une fois, et puis après... Alors, je l'ai eu sans le savoir. Il y a des gens qui l'ont chopé 4 fois, 5 fois, et puis il y a des gens qui l'ont jamais chopé. Qui l'ont chopé une seule fois, et depuis, plus jamais. Mon fils n'a jamais été retesté positif. Et moi, je ne crois pas l'avoir rechopé depuis décembre. Donc, tu penses que ça sera saisonnier? Ou qu'il y aura des vagues? Moi, je n'ai jamais cru à cette histoire de saisonnalité. Oui, parce que c'était pas le cas en fait. Oui, non, c'est un virus qui circule. Alors après, ce qui fait la saisonnalité, c'est que quand on est en extérieur, on le chope moins facilement que quand on est en intérieur. Mais maintenant, avec les variants Omicron, la contagiosité est telle que je ne sais même pas si ça fait une différence d'être à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais là, vu que tout est ouvert, tout le monde circule, bon, on est exposé au virus. On est exposé, on l'attrape, parfois on est malade, parfois on l'est pas. Et donc, ce qui est heureux de voir, c'est qu'il n'y a plus de saturation hospitalière, puisqu'il y a quand même une grande partie de la population qui garde une forte immunité de ces infections passées, plus les vaccins. Et donc là, on vient d'avoir aussi des données d'excès de mortalité, de mortalité totale dans quelques pays, que c'est The Economist qui fait ces courbes depuis des années. Et là, on est revenu au niveau de 2019 dans USA, Brésil, Inde et UK, et donc ça doit être probablement le cas partout. Et les Chinois ont dit, sur la deuxième vague, on a eu très peu de chiffres aussi, parce qu'en fait, ils ont... les périodes de saturation, ils arrêtent les compteurs et puis ils reprennent après. Non. Donc, ils ont dit il y a eu beaucoup d'infections, beaucoup de réinfections, mais il n'y a pas eu de saturation hospitalière. D'accord. Donc ça veut dire que les morts qui ont été mesurés sont quand même arrivés à l'hôpital. Mais maintenant, il se peut que des personnes qui sont décédées n'aient jamais testé positif parce que quand ils sont tombés malades, ils n'avaient pas d'autotest. Donc, ils ne se sont pas testés positifs. Et quand ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont peut-être été testés et ils étaient déjà négatifs puisque le virus est assez furtif. Donc, il continue. Les gens ne meurent pas. Les gens meurent négatifs, en fait. Ah, d'accord. Oui. C'est incroyable, ça. Oui. Avec l'Omicron. Au début, en 2020, on pouvait rester positif pendant 40 jours. Mais l'Omicron, tu restes positif pas longtemps. Donc ça, c'est vraiment les gens très faibles qui doivent... Oui, c'est pour ça que le nombre de décès aujourd'hui n'est pas le vrai nombre de décès du Covid. C'est sûr que c'est pas le vrai nombre. Parce qu'il y a des morts qui n'ont jamais été testés positifs. Parce qu'il n'y avait plus d'autotests, parce que plus de tests autour de nous, et quand ils sont arrivés à l'hôpital, on les a testés et ils étaient déjà négatifs. Donc il n'y a pas d'historique de tests positifs pour ces gens-là.
Et c'est pour ça qu'il n'y a quasiment plus de morts de Covid dans le monde, mais c'est pas vrai. Il y a des morts de Covid, mais il n'y en a pas plus, il n'y en a pas de quoi créer un excès de mortalité. Voilà, on est revenu dans les normes de la mortalité. C'est une maladie comme une autre, entre guillemets, maintenant. Enfin, il faut suivre l'évolution. Voilà. Mais là, on est sorti du seuil de panique, on va dire, de dangerosité. Voilà, on est sorti de ça, et donc ça ne justifiait pas qu'on maintienne des restrictions énormes, vu le coût qu'elles avaient. Bien sûr. Si on pouvait être dans le scénario de 2021, où les confinements n'étaient pas très longs, etc., et très, très localisés, ça valait le coup de continuer pour la Chine. Et pour maintenant, 2022, ça va. Toi, si tu devais... 2022, avec les progrès de vaccination, ça valait plus le coup. Pourquoi j'ai dit qu'on allait finir, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je t'ai dit, c'est ma chaîne YouTube. Je fais ce que je veux. Je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Non, mais en fait, je me demandais si la Chine avait ouvert 6 mois avant. Pourquoi elle ne l'a pas fait? Mais j'aimerais que tu répondes d'un côté pro-chinois, en fait. Tu vois? Alors, elle l'a pas fait 6 mois. Alors, au moment du confinement de Shanghai, tu veux dire, ou 6 mois, ils ont ouvert en décembre, on va dire. En décembre, donc en juin. En juin, ils sortaient du confinement de Shanghai brillamment, puisqu'on était arrivé à 0 cas. Et pourquoi ils n'ont pas ouvert à ce moment-là? C'était peut-être une bonne... non, ils étaient contents du résultat. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on aurait été confinés pendant 2 mois et demi pour après contaminer tout le monde? Voilà. Donc non. D'accord. Donc en fait, ils ont juste suivi l'évolution du virus. Voilà, c'est le BA2. En fait, je l'ai mis dans un article. BA1, ça passe, il n'y a eu aucun problème, à part des cas importés à l'appel. BA2, ça casse, ça a été le confinement de Shanghai. BA3, BA5, ça fracasse. Voilà, ça et du coup, le BA5, il était moins dangereux? Alors, est-ce qu'il était moins dangereux que le BA2? Je ne sais pas te dire exactement, mais a priori, d'après la presse, c'était à peu près pareil, quoi. D'accord. C'était le BF7 qui était un peu plus pathogène que le BA5. D'accord. Bon. Écoutez, les amis, on va finir là-dessus et j'espère que on vous aura apporté des éléments de réponse dans cette vidéo, mais l'essentiel, évidemment, c'est de se procurer le livre. Parce que là, il y a tout en détail, disponible sur Amazon. Le lien est en description. N'oubliez pas, les amis, de vous abonner, de partager, de commenter. Bien sûr que, moi, je réponds à tous les commentaires, mais là, je pense que c'est un peu technique. Donc, alors, vous pouvez aussi lire les 23 premières pages sur la page de commande Amazon à partir d'une tablette ou d'un ordinateur. Donc vous aurez la table des matières qui est très explicite, la préface magnifique de David, et donc le début du récit jusqu'à février 2020. Écoute, c'est génial, merci Amazon. C'est vrai, une table des matières magnifique, par année en fait, par mois quoi. Par année, par mois, avec des écrits de Gaëlle, des articles. Et en fait Gaëlle, elle qu'est-ce qu'elle a écrit dans le livre en fait? Tout ce qui est en vert, c'est Gaëlle. Voilà. Mais en fait, ce qu'elle raconte, c'est des anecdotes. Voilà, c'est ça. C'est la vie. C'est la vie qu'elle a... Et tandis que toi, tu es plutôt sur les données, c'est ça? Alors, je raconte aussi, ça se mélange pas mal quand même. Hein, mais bon, j'ai plus ou moins organisé les chapitres en vie et œuvre et les articles. Et puis tout ça se relie. Et sur les articles, il y a un post-scriptum. Donc les articles ont été publiés dans le petit journal, donc je les ai repris tels quels, et avec le post-scriptum, c'est les réflexions qu'on peut avoir a posteriori à la relecture. Bien sûr. Voilà. Donc c'est une œuvre, et puis Gaëlle m'a coaché sur l'écriture, la lecture, l'édition et tout ça, donc c'était un livre que je ne voulais pas faire toute seule parce que je n'ai pas fait le travail toute seule, donc je ne voulais pas faire ce livre toute seule. Bien sûr, évidemment. D'accord. Écoute, merci Carole, et peut-être qu'on se reverra ou on fera quelque chose en janvier quand si on aura... D'accord. Voilà.
Écoute, ben merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.